Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette table ronde organisée par Siemens dans le cadre de la 5e édition de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, la série. Voilà, je suis Tim Levert, je me présente en 2 secondes. Ce n'est pas le sujet du jour, je suis le créateur et l'animateur du podcast Lundi au Soleil, qui est un podcast sur le futur du travail, tout un programme, et aussi DG de l'organisme de formation matribu.io. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez essentiel, déjà pour l'avenir de nos organisations en particulier, qui est comment rendre nos actions RSE à la fois visibles mais aussi efficaces et en créant des synergies sincères avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ça va être notre sujet du jour. On a un certain nombre de séquences qui vont être évoquées aujourd'hui. La question de l'engagement sociétal et social, c'est effectivement une problématique aujourd'hui qui est assez profonde, entre démarches sincères, je le disais il y a 2 secondes, et puis surtout des choses assez cosmétiques. On a un certain nombre d'invités que je vais présenter dans un instant qui vont nous raconter l'ambition et aussi la réalité du terrain. Comment l'entreprise doit répondre aussi aux attentes croissantes à la fois des collaborateurs, donc des individus collectifs, mais aussi de leurs clients et puis de la société en général. Le défi est donc de taille. Pour répondre à cette question, Siemens a réuni un certain nombre de personnalités que je vais présenter très rapidement, mais vous aurez l'occasion de vous présenter un peu plus longuement quand je vous ferai intervenir, bien évidemment. Et vous allez venir partager vos expériences et les solutions concrètes que vous apportez chacun d'entre vous dans vos entreprises. Alors on a Naoufal Slimati qui est à ma droite, qui est le directeur général de Siemens Smart Infrastructure. Salut Naoufal. Bonjour. On a Cécile Tuile qui est directrice client et engagement chez RATP Dev. Bonjour Cécile. On a Emmanuel Bentejac, CEO et cofondateur de Wenabi. Bonjour. Et de l'autre côté de la table, Yazid Chir, président et fondateur de NQT, nos quartiers ont des talents, mais qu'on appelle NQT désormais. Bonjour. Et on a une petite surprise à la fin qui n'est pas autour de la table à l'instant même où nous parlons, mais Gilles Petitgat, qui est un collaborateur engagé chez Siemens et surtout un aptéiste et sportif de haut niveau au profit d'œuvres caritatives qui est dans le public aujourd'hui. Salut Gilles. Bonjour Tim. Alors, de quoi on va parler concrètement aujourd'hui? On va expliquer en quelques mots le déroulé de la table ronde. D'abord, on va faire un état des lieux assez rapide sur l'engagement RSE dans les entreprises en explorant un certain nombre d'initiatives qui notamment sont menées bien évidemment chez Siemens, mais aussi chez RATP Dev. Donc voilà concrètement comment ça se vit au quotidien, quelles sont les preuves. Et ensuite, on verra ce qui marche en termes de tendances actuelles dans le domaine avec un focus sur les meilleures pratiques et les nouvelles formes d'engagement. Donc ça va être Yacine et Emmanuel, bien évidemment. Et puis, on va explorer par là même aussi, à travers chacune de vos expériences, les solutions concrètes, justement, pour cette notion d'amplification de l'impact, mais aussi de mesure de l'impact. C'est souvent assez complexe, lorsqu'on lance ce type d'initiative d'engagement, de se dire comment je mesure l'impact au niveau quantitatif et qualitatif. Donc voilà, on va effectivement passer sur ce sujet qui est important de mesure de réussite. Et puis, on terminera effectivement avec ce témoignage personnel sur l'engagement collaboratif. Voilà, vaste programme. Avant de se lancer dans ce débat assez passionnant, Jean-Marie Saint-Paul, qui est le directeur digital et industrie de DI Software chez Siemens, a souhaité introduire ce sujet qui lui est cher et qui porte haut et fort chez Siemens. Alors, il n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, donc il a préenregistré son message, mais je vous laisse le découvrir effectivement dans son intervention tout de suite. Bonjour à tous et à tous, bienvenue chez Siemens. Je suis Jean-Marie Saint-Paul, PDG de Siemens Digital Industry Software et de Digital Industry France. Je suis ravi d'introduire ce débat sur nos pratiques RSE et notre engagement en tant qu'entreprise et aussi en tant que collaborateur. Siemens est partenaire de la série pour la 4e année consécutive aux côtés de nos partenaires, l'AFMD et le MEDEF. Je suis ravi également de vous recevoir aujourd'hui au sein de Siemens Digital Industry, qui est donc la branche logicielle du groupe Siemens. Digital Industry, comme l'ensemble des filiales du groupe, est engagé en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail. Nous encourageons l'engagement de nos collaborateurs et nous mettons en œuvre un ensemble de mesures pour ce faire. Un débat aujourd'hui fait partie de nos actions pour améliorer notre pratique en faveur de notre engagement sociétal. Il mettra en lumière les liens importants que nous attachons à renforcer quotidiennement avec nos partenaires associatifs d'une part et la mobilisation de nos collaborateurs dans une démarche volontaire et engagée d'autre part. Nous allons nous poser
des questions sur les défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés en matière de qualité de vie, de bien-être au travail, et repenser ensemble la nécessaire conduite du changement. Nous avons fait tant de progrès considérables ces dernières années en matière de diversité et de RSE, et j'en suis ravi. Néanmoins, et pour accompagner au mieux la transformation de nos sociétés, nous sommes amenés à nous réinventer et à innover en permanence, économiquement et socialement. Ainsi, je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup mieux ensemble. Les dirigeants ont le privilège d'impulser le changement et le pouvoir de mettre en œuvre des actions à fort impact. Saisissons-nous de cette occasion et donnons l'exemple. Être leader, donner l'exemple, c'est important. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, des mesures d'impact et des cadres légaux de plus en plus exigeants, il est de plus en plus nécessaire de prendre cette responsabilité à bras-le-corps et d'accélérer cette intelligence collective. Merci donc de votre engagement et de votre présence aujourd'hui, toutes et tous. Je suis impatient de vous écouter et d'avancer grâce à vos réflexions et vos projets innovants. Merci à nos partenaires, Yazid, Emmanuel, Cécile, et merci à Naofal et à Gilles, et bon débat. Merci Jean-Marie pour cette prise de contexte. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec notre premier intervenant, Naofal Slimati de Siemens, qui va nous donner un aperçu de l'état de l'engagement RSE dans les grandes entreprises. Salut Naofal, comment vas-tu? Bonjour Tim, ça va bien. Merci de m'avoir dans cette discussion-là. Donc, avant de parler de moi, parlons de Siemens, un petit mot. Donc, Siemens, 175 ans de présence en France. Ça commence à faire, on se dit de nous qu'on est la plus ancienne start-up du monde. Donc, c'est ce qui permet notre renouveau perpétuel. Et puis, vous nous trouvez dans tous les domaines du quotidien. Vous nous trouvez dans les trains que vous empruntez, dans les appareillages médicaux que vous pourriez utiliser, dans les bâtiments et leur technologie, que ce soit pour leur performance énergétique ou pour leur intelligence, dans l'industrie, on parlait de Jean-Marie et de ses activités, donc dans l'amélioration et l'optimisation du processus industriel. Et puis, en tant que Siemens, nous sommes en France 6000 collaborateurs, 2,4 milliards, une cinquantaine d'agences, 4 sites industriels et de la R&D présence dans le territoire. Me concernant, donc, je m'occupe de la partie bâtimentaire, donc pour le territoire France, Belgique, Luxembourg, Maghreb. Et donc, je suis ravi d'échanger avec vous tous ici de ce sujet qui est, Jean-Marie l'a précisé, très important pour Siemens et pour notre avenir. Merci pour cette présentation efficace et rapide, j'apprécie. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment Siemens Smart Infrastructure France et Siemens plus largement travaille sur une approche justement pour intégrer pleinement toute la partie RSE et engagement des collaborateurs dans des opérations, par exemple des opérations très quotidiennes. Alors, le RSE pour Siemens, c'est un focus fort. Donc, en fait, on le cadre à travers un frame qui s'appelle Degree. Donc, Degree qui a des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Donc, dans ce cadre-là, on va s'intéresser par exemple aux enjeux environnementaux, non seulement à travers le panel d'offres que nous faisons pour nos clients, pour les accompagner, mais l'avantage que nous avons avec ce degree, en tout cas ou ce frame de RSE, c'est qu'en fait, ce que nous faisons chez nos clients, nous le retrouvons aussi chez nous. C'est-à-dire, en fait, il faut être un bon exemple de ce que nous proposons à nos clients. Typiquement, on va aller chercher la performance énergétique chez nos clients, on va chercher l'engagement sur la réduction de l'empreinte carbone. Et bien, si on regarde chez nous, c'est l'engagement que la maison Siemens a pris. Typiquement, à l'aube de 2030, on s'engage à l'émission carbone zéro au niveau mondial. À travers quoi? Eh bien, à travers, par exemple, l'électrification du parc auto que nous avons à travers le monde. En 2030, aucune voiture ne sera pas électrique. Typiquement, on s'engage à ce que l'ensemble de nos sites, qu'ils soient industriels ou bâtimentaires, rentrent dans certaines normes énergétiques de performance, qu'on puisse introduire la notion d'énergie renouvelable dans nos sites, ou enfin que l'on puisse, à travers nos propres technologies que nous vendons aux clients, que l'on puisse baisser la performance énergétique. Vous voyez, là, il y a une forme de cohérence propre entre ce que nous vendons à nos clients et ce que nous nous opposons à nous-mêmes. Par ailleurs, c'est un bon exercice d'entraînement interne avant d'aller le présenter à nos clients.
Puis d'un autre côté, sur d'autres types d'engagement RSO, nous trouvons par exemple la diversité des compétences. Typiquement, c'est un sujet qui est important pour nous. Comme bon nombre d'acteurs sur le marché, en fait, bon nombre de compétences ou de talents sont aujourd'hui rares. Et là, il faut aller chercher les profils, tous les profils. Typiquement, la diversité des profils. Et ça nous intéresse énormément par la richesse que ça peut apporter. Et puis, quelques chiffres simples. 40% de nos alternants viennent des quartiers prioritaires, par exemple, de la ville. Et puis, quand on parle de la position de la femme, il est très important pour nous que l'on puisse retrouver la femme dans nos métiers techniques plutôt assez rares. Et là, en fait, on s'engage dès le départ, c'est-à-dire dès l'alternance, à ce que 50% des alternants qui rejoignent Siemens chaque année soient désormais des jeunes filles ou des femmes qui vont pouvoir, dans le futur, pouvoir occuper un certain nombre de postes liés à la complexité de nos métiers. Et puis plus loin, toujours autour de la femme, dans les postes de leadership ou de management, on vise qu'un minimum 30% de ces postes-là soient sous la responsabilité de femmes. Donc on retrouve un petit peu ce genre d'action et de focus qui nous permettent, comment dirais-je, nous-mêmes, de aussi être proches de certaines associations. Typiquement, on va parler de NQT, nos quartiers talents, des talents. Nous sommes partenaires depuis très longtemps. Elles bougent. Là, on a 60 marraines techniciennes et ingénieurs qui viennent un petit peu accompagner ces générations pour qu'elles l'embarquent dans ces complexités de milieu industriel. L'objectif de Helbouche, pardon de te couper, c'est justement effectivement d'essayer d'ouvrir ce métier qui est un métier plus d'hommes peut-être au départ, justement à une population plus féminine. Complètement, parce qu'on remarque surtout en France, on est sur une forme de clanisme en fait, de sélection. On retrouve une réalité que les femmes ne sont pas très présentes ni dans le milieu industriel, ni dans les domaines techniques en général. Mais quand on a des profils et des compétences internes de type féminin qui puissent promouvoir cela, bah, ça donne envie en fait, de se projeter. On retrouve aussi Femmes ingénieurs qui œuvrent aussi de la même manière sur ce sujet, ou encore l'association des managers de la diversité, où là on a besoin aussi, nous, de se nourrir de ce qui se passe ailleurs, d'autres entreprises, de telle sorte à ramener vers nous toutes les bonnes pratiques qui peuvent nous aider. Nous croyons très fortement que la diversité ne peut être qu'un seul mot-clé, et c'est celui-là qui s'appelle richesse. Donc dans ce cadre-là, on pousse nos sujets pour ces exemples-là, de telle sorte à ce qu'on prépare non seulement le futur, mais aussi qu'on gère le quotidien le mieux possible avec ces engagements-là. Alors, on reviendra, merci pour cette intervention et ces précisions-là, c'est riche en enseignements. Je reviens juste sur un point en particulier, parce qu'on en rediscutera avec Emmanuel tout à l'heure, mais cette notion d'alignement, on va dire, des ambitions, que ce soit en interne, et puis aussi avec les clients, les collaborateurs et la société un peu plus largement, je le disais en intro, c'est assez vital, ou en fait, c'est possible de se dire, non, j'ai qu'un seul levier en particulier, ou justement l'inverse n'est pas vrai. Alors, il n'y a jamais un seul levier. Maintenant, il faudrait un cadre à toutes nos actions. Sinon, je le dis souvent, faire un peu de tout parfois revient à beaucoup de rien. On arrive parfois à donner un focus. Donc, nos collaborateurs nous demandent énormément de choses. C'est-à-dire, en fait, ils sont très demandeurs à aller vers des engagements. Eh bien, en fait, nous, on veut bien les accompagner, mais on le fait dans le cadre. Donc, on parlait tout à l'heure de Winabi. Donc, Emmanuel interviendra, mais on est avec notre plateforme sur la base de leur technologie de social impact à Siemens, où typiquement nous offrons à nos collaborateurs 2 jours sur un exercice pour faire tous les engagements dont ils auront envie, qui sont présents autour de cette plateforme, qui permet aussi d'accueillir tout type d'association qui serait compatible avec les humeurs que Siemens déclare, en tout cas au motif sur ces sujets-là. De la même manière, ils peuvent le faire individuellement, ils peuvent le faire avec des collègues ou ils peuvent le faire en famille. Et au-delà des 2 jours que l'entreprise dédie, et donc ça c'est notre axe fort de dédier ces 2 jours, ils peuvent le faire sur leur temps libre de manière assez illimitée. Et puis en fait, on veut aussi donner l'exemple, c'est-à-dire si on prend le leadership, souvent on trouve dans des équipes de management ce team building par exemple, on va amener des gens, on parlait tout à l'heure de quelques exemples, eh bien nous, on utilise Social Maker, par exemple, pour se dire, quitte à faire du team building, on va le faire quelque chose d'utile. Un souvenir très récent, on s'est retrouvé auprès d'un secteur de l'ONF. On a construit une barrière végétale en fait, dans la forêt pour prévoir tout un tas de transformations de la forêt. On était l'équipe de management et en fin de compte, on y trouve l'intérêt du team building, mais on est utile. Et ça partage, en partageant en fait, les photos, en partageant les vidéos, l'information dessus, ça donne envie en fait, quelque part aux différentes équipes. Et donc, à travers ces éléments-là, on a aussi les engagements individuels.
Gilles Petit-Gars va intervenir tout à l'heure, mais là aussi, on l'a accompagné. J'ai les informations là, de cette traversée de la Laponie pour montrer un peu l'intérêt du sport en fait, pour la santé mentale et psychologique, en fait, pour les maladies atteintes de cancer. Et donc là aussi, en fait, accompagner certains engagements personnels en fait, pour les collaborateurs de la société. Maintenant, il faut que tout ça puisse bien évidemment répondre à la compatibilité générale des entreprises. Et on s'associe avec différents organismes, différents, comment dirais-je, associations qui puissent nous accompagner à partir du moment où on trouve compatibilité d'humeur. Merci Naofal pour cet éclairage sur l'engagement chez Siemens. Moi, plaisir. j'ai envie de me tourner vers Cécile. Je te vois sourire, je dois avoir, j'ai quelques questions pas anodines. On passe au secteur des transports. Voilà, on est toujours dans cette notion un peu industrielle. Avant de raconter comment ça se passe sur le terrain et quelles sont les ambitions de RATP Dev, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Cécile? Bien sûr. Je suis directrice client et engagement chez RATP Dev. Donc, je décrypte les deux parties de cette réponse. RATP Dev est une filiale du groupe RATP. Vous connaissez, je pense, RATP, donc la filiale parisienne qui gère le réseau depuis 120 ans. RATP Dev, c'est une filiale privée qui répond à des appels d'offres concurrentiels dans le monde entier. On a 20 ans, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand même, et on opère des réseaux de métro, de tram, de bus, de RER ou équivalent sur 5 continents, donc Hong Kong, Australie, Arabie Saoudite, Égypte, Maroc, Italie, France bien sûr, États-Unis. Voilà. Et d'ailleurs parfois en partenariat avec Siemens. Complètement. Et sinon, client et engagement, c'est un très joli titre, mais qui recouvre communication, marketing, innovation, relations institutionnelles et RSE. Je suis chez RATP Dev depuis 2 ans et ma mission sur la RSE était toujours de définir et de mettre en œuvre une stratégie RSE et puis de monter un département et un programme d'engagement collectif. Merci pour cette présentation, Cécile. Je trouve elle était parfaite. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai quand même une question qui me gratte un peu, je t'avoue. C'est quand on est dans une entreprise, c'est un peu le cas Siemens aussi, assez robuste et avec des terrains de jeu géographiques et diversifiés comme RATP Dev, comment l'engagement des collaborateurs il est intégré dans les projets que vous menez? Parce qu'ils sont extrêmement divers, on parlait de géographique, et notamment en termes de mobilité durable. Comment tu travailles cet engagement-là? Alors, la chance que j'ai, c'est que le transport public est par nature vertueux. Donc, sur le plan environnemental, c'est un métro par rapport à une voiture même électrique, je pense que les émissions, c'est 25 fois moins. L'aspect social, c'est des équipes de l'emploi local essentiel, on l'a vu pendant la pandémie. Donc, il y a un enjeu de recrutement et exactement les mêmes sujets que vous, de formation et de upskilling, montée des compétences, pour donner une idée du type d'enjeu dont on parle. On va ouvrir le réseau de métro de Riyad, donc un pays qui n'a absolument aucune expérience du transport public. Et le client nous fixe des objectifs, pas uniquement de nombre de personnes, mais de Saoudiens et de Saoudiennes, et donc notamment 40% de femmes. Donc il faut recruter, identifier, former, accompagner des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le transport. Donc environnement, social, et sur le plan sociétal, le transport public permet, c'est une évidence aux gens de se déplacer, mais ça veut dire inclusion économique, insertion sociale, accessibilité, attractivité du territoire, etc. Donc le résultat, c'est que c'est une boîte archi engagée. Les gens sont absolument passionnés par la technicité du métier et par le sens de servir les gens 24/7. Ce qui veut dire que l'enjeu pour moi, pour la RSE, c'était de s'appuyer sur cette belle matière, mais surtout de la structurer et de faire une stratégie qui soit pragmatique et collective, qui ne soit pas une somme d'initiatives locales merveilleuses, mais qui ne donne pas un impact collectif suffisant. Donc pour répondre à ta question sur comment engager les collaborateurs, en fait, c'est au moment de construire la feuille de route ou la stratégie, on a
essayer vraiment de partir sur la co-construction, c'est-à-dire on a identifié les amis de la RSE, donc des gens qui avaient, quelle que soit leur localisation, envie de s'engager, envie de définir des priorités. On a identifié des représentants dans chaque pays pour faire un comité des sages, des sponsors au niveau du comité de direction, un comité de pilotage, etc. Donc en fait, en maillant l'entreprise, on essaye de dépasser l'engagement individuel, qui est très fort, la valeur intrinsèque RSE du transport, et d'essayer en tant qu'entreprise d'aller plus loin que ce que les clients nous demandent ou ce que la réglementation nous impose. Et alors, j'ai une question qui veut paraître un peu saugrenue, pardon, tu verras, j'en ai quelques-unes. C'est en fait, moi j'entends le point que tu soulèves qui est hyper important, c'est-à-dire il peut y avoir des initiatives très spécifiques dans une équipe, d'un individu, d'un petit collectif, etc. Et en fait, toi, tu essaies de donner corps en organisant et en processisant un peu tout ça. Ma question, si elle est un peu piège, on va dire, c'est est-ce que cette organisation-là, qui paraît à terme, qui permet de donner de la pérennité et quelque chose d'assez consolidé, est-ce que finalement, le risque, c'est pas d'y perdre un peu de temps, tu vois, là où effectivement, c'est la théorie des petits pas, chacun fait quelque chose à son niveau, en fait, tu as quand même un effet boule de neige assez rapide. Alors peut-être plutôt que le sujet du temps, c'est le sujet du retour sur investissement qui m'est opposé régulièrement. Parce que le transport public, c'est un business très très local. On opère dans une culture, dans un cadre réglementaire, etc., avec des clients qui sont des villes plus ou moins grandes, plus ou moins riches, plus ou moins modernes. Et donc le contrat et la performance qui est attendue par le contrat, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc la question, c'est plutôt comment ou pourquoi aller plus loin que ce qui nous est demandé, et où faire en sorte que ce qui nous est demandé est de plus en plus moteur en matière de RSE. Donc il y a cet aspect d'accompagner les clients ou essayer de les convaincre de faire, d'apporter des solutions, etc. Du coup, l'enjeu, c'est vraiment de justifier, et c'est un peu ce que tu disais aussi, il y a à la fois répondre aux attentes des clients, c'est évident, et les devancer, les accompagner. Il y a à la fois les obligations réglementaires. On est en France, donc on est soumis à des exigences réglementaires qui sont très importantes, mais qui sont des opportunités de progrès, et de répondre à ce besoin individuel d'engagement des collaborateurs, croiser ça avec les enjeux de recrutement sur des métiers essentiels et dans un contexte ultra concurrentiel. Donc voilà, c'est vraiment prouver sur du qualitatif et pas uniquement du quantitatif que la RSE, les projets, les initiatives qui s'additionnent et qui convergent apportent quelque chose à l'entreprise. Oui, et cette notion de structuration, justement un peu costaud, elle a permis aussi d'être plus transparente sur les impacts que ça peut avoir, là où effectivement, on parle beaucoup c'était un des sujets du jour, de la visibilité justement de l'impact, et de se dire, en fait, quand on est un peu plus organisé, un peu plus processisé, ça permet d'être plus visible et d'être plus transparent sur les impacts. Alors, ça permet d'être plus transparent, point. Et donc d'être aussi plus attractif. Toujours sur ce même sujet, j'ai travaillé dans le plastique et je n'ai jamais vécu ce que je vis maintenant, c'est-à-dire des personnes dans des entretiens de recrutement qui disent « je veux travailler dans le transport public, ça me motive, ça m'engage ». Donc il y a vraiment une aspiration individuelle très homogène, quel que soit le pays dont on parle, quelle que soit la zone géographique. Et le sujet, c'est structurer ça dans le collectif. Alors parfois, ça va bien. Par exemple, en Italie, où on a alors on parlait des femmes tout à l'heure, dans le transport public, sur les métiers de conducteurs, etc., les femmes représentent 10%. Voilà. Chez RATP Dev, toute activité confondue, c'est 17%. On essaie de monter à 20%. Sur les femmes, ce qui est difficile. Ouais. Sur les femmes en management, on est à 35%, on veut passer à 40%. Et donc parfois, l'ambition RSE se croise avec la réalité du business. Par exemple, en Italie, où post-Covid, etc., des difficultés de recrutement,
On a monté un partenariat avec une association de femmes victimes de violences domestiques et en proposant à celles qui le souhaitaient de passer le permis B, donc poids lourd, d'être formées et d'atteindre une indépendance financière. Et en même temps, on fait de la formation et de la sensibilisation à nos équipes sur les violences faites aux femmes. Donc ça rejoint le sujet enfin ça se croise, la convergence business et RSE. Ou un autre exemple, en Égypte, au Caire, où on est évalué aussi sur la fréquentation du métro ou du train. Et donc tout ce qui est accessibilité, travailler avec des associations pour favoriser par exemple des guides en langue des signes ou des programmes pour accompagner des personnes handicapées visuellement ou handicapées physiquement, fait aussi partie d'un croisement entre le business et l'objectif RSE. Merci pour cette précision-là. On reviendra avec Emmanuel sur ce point justement de réciprocité entre le business et l'associatif. Exactement, tout à fait, que parfois on a tendance un peu à opposer malheureusement. Mais, et j'ai une dernière question, là c'est plus pour vous deux. On a touché ça du doigt tout à l'heure, mais c'est bien sûr, ça permet, cette notion d'engagement individuel et collectif, elle permet d'être plus attractif. Mais est-ce que vous avez quand même ce ressenti d'impact sur la fidélisation des collaborateurs et de vous dire en fait c'est un vrai vecteur de fidélité des collaborateurs, il y a moins de départs et puis c'est quelque chose qui est assez, clivant en tout cas dans votre démarche. Il s'agit de comportement humain. Depuis que l'humain est humain, on n'a jamais réussi à mesurer avec précision la réaction humaine. N'empêche qu'on sent qu'il y a un concept de fidélisation parce qu'à partir du moment où on offre sur un plateau à nos collaborateurs la possibilité d'aller au-delà de ce que c'est censé le quotidien pour lequel ils sont payés pour faire de la mécanique de souffrance ici, on arrive quand même à permettre aux gens de s'épanouir parce qu'aujourd'hui, on remarque que c'est la société au-delà de l'entreprise. Je veux dire, les gens ont besoin de contribuer à quelque chose de plus grand que soi-même. Et quand dans le cadre de l'entreprise on offre ça, bien évidemment c'est un moyen de rétention. En tout cas pour nous, les gens avec qui on échange et qui peuvent s'exprimer librement sur ce sujet-là, ils se sentent fiers aussi de pouvoir opérer ça au sein de l'entreprise. Maintenant, y opposer une statistique directe, bien évidemment, reste compliqué. Cécile ? Je te rejoins sur la difficulté de mesurer ça. Après, dans un secteur très concurrentiel, attirer et retenir est juste indispensable. Je parle de tous les niveaux de l'entreprise. Et répondre à des personnes qui ont envie de s'engager pour le transport public, qui ont envie de s'engager pour la RSE, de leur dire la décarbonation, ça dépend si les clients payent, ceci c'est que si la réglementation l'impose, etc. En fait, c'est déceptif. Donc, c'est pas juste qu'on n'arrive pas à, c'est qu'on se dessert, on est contre-productif. Je donne un exemple d'initiative qui a eu beaucoup d'impact pour attirer. En Égypte encore, on a formé les premières femmes conductrices de métro du pays. Et elles passent à la télé toutes les semaines. Et donc on a un appel d'air de femmes sur des métiers parfois techniques, etc., qui est absolument dingue. Donc elles prennent la parole, elles sont fières, elles organisent elles-mêmes, les collègues masculins les soutiennent, elles ont des promotions, etc. Enfin, il y a un effet d'entraînement absolument dingue. Et on revient sur ce que tu disais au début sur les rôles modèles, notamment pour les femmes, sans mettre des objectifs complètement dingues, mais juste que la représentation des femmes dans l'entreprise soit à peu près celle de la participation des femmes dans l'emploi du pays. Les meilleurs élèves ne sont absolument pas les pays auxquels on pense, mais c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Afrique du Sud, qui mobilisent et qui cassent les préjugés, les silos, les habitudes, etc. Donc, Merci pour ces interventions et surtout pour ces exemples très concrets. Moi, j'aime bien quand c'est un peu terre à terre et je suis sûr que l'audience, ça sera le cas également. Je propose qu'on passe à Emmanuel. Emmanuel, moi, j'ai une vraie question. Je vais te laisser te présenter dans 2 secondes, mais en fait, dans le prolongement de ce que disaient nos invités, il y a l'ambition et il y a la réalisation. Et pour passer aux deux, ce n'est pas forcément évident de se dire comment je crée cet engagement et avec qui.
Et du coup, l'idée, c'est comment je fais ce pont entre effectivement l'entreprise privée ou l'entreprise publique et des associations. Est-ce que je peux te laisser te présenter, Emmanuel, en quelques mots et après on rentre dans le vif du sujet? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Emmanuel Bintéjac. Je suis le CEO d'une société qui s'appelle Winabi, qui est une solution qui accompagne les entreprises dans l'engagement de leurs collaborateurs au profit d'associations. Donc nous, notre fonctionnement, c'est de proposer un certain nombre d'actions. Et donc, du coup, on travaille avec Siemens via une plateforme d'action d'engagement pour que les collaborateurs puissent donner de leur temps, de leurs compétences. Ils peuvent également faire des dons, enfin plein de choses sur la plateforme au profit d'associations. Et donc, nous, on est une entreprise dite ESUS, et notre donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Et notre mission, c'est d'apporter des ressources aux associations, du coup, à travers l'engagement des entreprises. Et on existe depuis 2017. Donc, on commence à avoir un petit peu de recul sur cette question de l'engagement des collaborateurs. Tu veux que je réponde déjà un petit peu à la question? Ouais, l'idée c'est de se dire en fait aujourd'hui, spontanément quand tu es une entreprise, de partir dans ce volet engagement, il y a à la fois il y a un côté boîte de Pandore, il y a un côté sans filet, c'est-à-dire prendre par quel bout de la lorgnette entre guillemets le sujet, comment je m'organise, est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus à nous partager? En tout cas, il y a un point qu'il faut regarder dès le départ, c'est que il y a le business de l'entreprise qui existe et il y a l'impact des associations de l'autre. Et c'est pas le même monde et c'est pas les mêmes enjeux. Dès le départ, je pense qu'une entreprise, lorsqu'elle veut s'engager dans un programme de solidarité ou qu'elle veut avoir un impact positif sur la société, il faut qu'elle soit un peu capable de mettre ses enjeux de business direct un tout petit peu de côté. Ça, c'est ce que je crois. Et c'est notamment ce qu'on fait lorsqu'on donne une journée. C'est-à-dire qu'on donne une journée à ses collaborateurs, on se dit il y a une journée qui pourrait être qui est investi ailleurs, mais qui ailleurs. n'est pas investi pour l'entreprise à proprement parler. Complètement. Et après, je crois que c'est un peu là le départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se focus sur l'impact final qu'on veut avoir, comment on va vraiment aider le monde associatif, les associations avec lesquelles on travaille, à partir du moment où c'est ça qui est le moteur de mise en place des actions, je crois qu'après, les décisions se font de plus en plus naturellement et je crois sont les meilleures. Peut-être que le risque, c'est parfois dans le monde de l'entreprise, et c'est normal, c'est de regarder quelles sont les conséquences directes pour son entreprise, sans forcément comprendre ou essayer de voir où est l'impact auprès des associations, en tout cas dans cette relation association-entreprise. Et là, il peut y avoir des actions parfois qui sont, je crois que tu as employé ce terme en introduction, un peu cosmétiques, et je crois qu'elles sont moins bonnes pour l'engagement profond des collaborateurs. Parce qu'un des points, auquel je crois profondément, c'est que les collaborateurs s'engagent dans leur entreprise lorsqu'ils croient à l'engagement de leur entreprise. Et si on veut développer la fierté d'appartenance, il veut que les collaborateurs aient le sentiment de travailler dans une entreprise engagée, il faut que l'entreprise soit vraiment engagée. Et donc du coup, pour ça, il faut qu'elle ait une action qui ait un impact final fort. Je rebondis sur ta réponse et je trouve ça assez intéressant et on échangeait par ailleurs sur ce sujet-là avant cette table ronde, mais les entreprises, il y en a un certain nombre qui ont une raison d'être, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais est-ce que l'engagement d'une entreprise, il doit être forcément lié à sa raison d'être ou en fait, si les deux sont absolument pas liés, c'est pas un sujet? Là, dans les exemples que vous avez donnés, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parle de RSE, on parle de plein de sujets différents qui ne sont pas forcément liés directement à la raison d'être de l'entreprise. On va avoir des sujets qui sont propres, qui concernent toutes les entreprises. Inégalité homme-femme dans le monde du travail, que vous avez évoqué, l'impact sur l'environnement, ça va se retrouver dans toutes les entreprises. Donc quand on prend la RSE et qu'on veut engager ses collaborateurs dans la RSE, on se rend compte qu'il y a plein d'actions qu'il peut faire. Le risque, c'est que si le collaborateur ait le sentiment qu'il ait besoin ou qu'il ait à s'engager tous les jours, j'exagère un petit peu volontairement, sur une cause nouvelle. Et en fait, on se rend compte que l'entreprise ne peut pas tacler tous les sujets de société, elle ne peut pas porter elle-même en tout cas engager ses collaborateurs tous les jours sur un nouveau sujet. Je sais pas, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être qu'en faisant trop de choses différentes, on ne fait pas forcément les choses très bien. Et donc du coup, revenir à la question de la raison d'être, se dire en fait, moi en tant qu'entreprise, je sais agir là-dessus, c'est-à-dire que je sais faire du transport public, je sais faire bien, mon sujet c'est ça. Et du coup, si j'engage mes collaborateurs peut-être un peu plus que simplement ce qui m'est demandé par mes clients, mais pour avoir une contribution positive dans la société, mais je sais faire ce sujet-là et je vais à fond. J'ai l'impression, en tout cas de ce qu'on voit des entreprises qui vont dans cette direction, que les collaborateurs s'engagent plus naturellement et que ça s'inscrit plus dans la durée plutôt que lorsqu'ils s'engagent sur plein de causes différentes. Alors que moi, Winabi, lorsqu'on a créé Winabi, j'étais parti de ce principe-là. J'étais parti du principe que tout le monde en allait proposer une pléthore d'actions pour que tous les collaborateurs trouvent l'action qui les intéresse et s'engagent à titre individuel. Avec un peu de recul, je me dis,
plus, enfin en tout cas en le constatant ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins dans une entreprise, c'est que lorsque c'est vraiment un enjeu stratégique, l'engagement de l'entreprise, qu'on comprend pourquoi, que c'est cohérent avec un objectif d'impact, en fait, on a des taux de mobilisation plus élevés et ça ne s'essouffle pas dans le temps. C'est-à-dire que le collaborateur participe parce que je crois qu'il est plus fier de l'engagement qu'il a dans son entreprise. Donc c'est un peu contre l'idée que moi j'avais au départ, qui était de proposer le plus d'actions variées, alors qu'en fait, l'entreprise a en elle-même besoin de prouver son engagement pour que le collaborateur se dise « Ok, je vais avec mon entreprise faire cette action qui est une action collective en fait. Sinon, je peux m'engager de façon individuelle dans ma vie plus personnelle. » Voilà, après, il y a des contre-exemples, mais ça, c'est dans une tendance qui revient, c'est que lorsque c'est mis comme ça, donc proche de la raison d'être, cohérent depuis le début sur qu'est-ce qu'on veut faire comme entreprise, quel impact on veut laisser dans la durée, il y a un engagement des collaborateurs plus fort. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Merci pour cette réponse et je reviens sur quelque chose que tu évoquais à l'instant, c'est-à-dire la notion de dire on va choisir entre guillemets la bonne cause et la bonne association pour trouver quelque chose d'assez collectif. Et finalement, la difficulté que j'entrevois là-dedans, je ne sais pas, peut-être que je me trompe aussi, mais c'est comment du coup tu as la possibilité de valoriser l'engagement individuel et est-ce que c'est quelque chose de vital? Parce que là, tu vois l'impact de l'engagement collectif, mais du coup, à titre individuel, est-ce que tu risques de passer à côté? Comment tu le matérialises? Ben, si on prend un exemple, mais peut-être que avec NQT, qui sera peut-être illustré peut-être un peu plus tard, mais si l'entreprise s'engage sur un projet d'insertion et qu'elle se dit comment je vais aider des jeunes à avoir accès au monde du travail et que c'est ça l'objectif qu'elle se fixe à horizon de 3 ans, potentiellement en fixant un objectif de bénéficiaire à aider. Le collaborateur qui va y contribuer, via du mentorat ou via une autre action, il va participer à cet élan collectif, mais lui, il faut absolument, enfin là, moi ce que je crois, c'est le valoriser, cette action qu'il a faite, via du témoignage très direct. Comment vous y êtes pris, qu'est-ce que ça vous a apporté, pourquoi vous avez fait cette expérience. Il y aura un témoignage un peu après, mais je trouve que le témoignage du collaborateur valorisé aux autres, expliquer ce que ça lui a apporté, ça, je trouve que ça a beaucoup de force. Et à la fois en interne et en externe aussi d'ailleurs. En interne ou en externe. Moi, je me dis toujours qu'il vaut mieux être 100% aligné en interne sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et après, on a forcément envie d'en parler dehors. Mais en tout cas, valoriser les collaborateurs, c'est quelque chose qui... Tous ceux qui s'engagent, parfois, il y avait une forme de pudeur, le collaborateur s'est engagé, on n'est pas obligé de le partager, etc. Moi, à l'inverse, j'ai l'impression que dès qu'il y a des actions positives qui sont faites, faisons-en la promotion pour que tout le monde soit inspiré par ces actions-là. Et là, les réseaux internes de l'entreprise, les réseaux sociaux permettent de le faire hyper facilement aujourd'hui avec des vidéos, avec plein de contenus qui donnent envie aux autres de s'engager. Merci pour cette précision. Je repars sur un autre sujet un peu connexe, mais que tu évoquais un peu au début. C'est sur la partie bonne pratique. Tu disais il faut bien choisir un peu la cause pour essayer de rassembler davantage et puis segmenter un peu, on va dire. Est-ce que tu as d'autres, je dirais, bonnes pratiques ou bonnes réflexions à avoir quand tu vois et des cas concrets que tu as eus et d'expériences d'entreprises qui se disent voilà, j'ai envie, j'ambitionne effectivement de davantage engager mon collectif. Quels sont, je dirais, les bons réflexes à avoir au-delà de ceux que tu évoquais déjà? Il y a les autres points que je verrai là-dessus, au-delà de la question principale de quel engagement, c'est de la façon dont on s'engage et on engage les collaborateurs. Et donc là, encore une fois, je reviens un peu à mon propos de départ, mais c'est qu'on travaille avec le monde associatif. Donc on travaille avec les problématiques du monde associatif. Et les associations, elles ont une réalité du terrain, elles ont des bénéficiaires à aider tous les jours et c'est ça leur réalité. Donc il faut s'adapter à ça. Et donc du coup, pour moi, il y a 3 éléments qui sont essentiels quand on travaille avec le monde associatif, et que les entreprises n'ont parfois pas de facilité à faire, c'est engagement dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, se dire que je suis partenaire avec une association, ça, sur c'est pas au coup par coup, quoi. Ouais, un collaborateur qui vient une fois dans une association, mais finalement qui ne revient pas, on n'a pas aidé véritablement l'association. Par contre, l'association qui sait qu'elle peut compter sur un partenariat sur 2, 3, 4 ans, 5 ans, ça a de la visibilité pour elle, ça lui donne des ressources, donc de la durée, un nombre limité. Même si on est une grosse entreprise, je crois qu'il vaut mieux nourrir plein de possibilités de travailler avec une association, et il y en a plein, parce qu'elles ont plein de besoins, plutôt qu'une multitude d'associations qu'on aide un petit peu. Donc ça revient un petit peu, c'est un peu le même propos, hein, mais c'est ça qui est important. Et puis les formats. Aujourd'hui, et vous l'avez cité, c'est-à-dire donner 2 jours aux collaborateurs. Donc déjà 2 jours, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne donnent pas de jours aux collaborateurs, et la moyenne, c'est plutôt 1, quelque chose, mais c'est aux alentours de 1 lorsqu'elles le font.
c'est aussi de s'adapter au format d'engagement. C'est-à-dire que ça, c'est un format d'engagement qui va convenir à des associations. Mais il y a des associations qui vont avoir besoin de personnes sur la durée, d'autres qui vont besoin d'avoir de ressources financières, des ressources en nature. Donc c'est comment on fait pour proposer, et les collaborateurs c'est pareil, tous les collaborateurs ne vont pas avoir envie de donner du temps dans une association. Par contre, ils peuvent faire plein de choses pour les associations indirectement. Donc c'est multiplier les formats pour que chaque collaborateur puisse s'engager un peu comme il le... À sa façon. Au profit de moins peut-être d'associations et plus dans la durée. Voilà. J'entrevois, et pareil, c'est avec mon regard peut-être d'amateur, j'entrevois un dernier écueil, et je me posais cette question-là, c'est aussi la notion de différence culturelle, on va dire, entre effectivement une entreprise qui a un but voilà, lucratif quand même, et puis une association. Est-ce que toi, effectivement, tu es souvent frappé par cette différence de vision et t'accompagnes là-dedans justement le moyen de bien se rejoindre, bien se comprendre? Comment ça se passe? J'ai été, je l'ai fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, je suis parti avec vraiment l'idée d'avoir une plateforme et les associations et les entreprises se débrouillent comme ça. Et ça n'a pas tout le temps bien marché. Le constat, c'est quand même aujourd'hui, les entreprises font des choses beaucoup plus, je dirais, avec beaucoup plus de professionnalisme sur ces sujets-là que même il y a 5-6 ans. Donc je vois qu'il y a une préoccupation de l'entreprise de quel est l'impact, comment je vais aider l'association. Mais par exemple, sur l'exemple des team building solidaires que vous citiez tout à l'heure, on a eu des dérives, nous, déjà vues. C'est-à-dire que l'entreprise se dit, mais moi, je vais aller organiser un team building solidaire, j'ai 40 personnes disponibles demain, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et puis l'association, en fait, demain, moi, c'est pas mon activité de faire ça. Bien sûr. En revanche, l'idée de mettre à disposition 40 collaborateurs pour aller aider une association, c'est une idée qui est positive et on peut aider l'association, mais l'entreprise va se dire, mais moi, c'est mardi-là à 14h que j'ai la possibilité et ça ne correspond pas forcément. Donc c'est le genre de différence qui existe entre deux mondes qui n'ont pas effectivement le même fonctionnement total, mais je trouve en tout cas que la collaboration, en tout cas avec les entreprises avec lesquelles on travaille, est de plus en plus, voilà, de plus en plus une collaboration entre les associations et les entreprises qui travaillent ensemble. Merci pour ces réponses, et je me demandais justement si tu pouvais nous apporter un peu ta vision. Je pense que tu es vraiment dans le bon fauteuil pour nous partager, je dirais, les tendances que tu entrevois et les visions, parce qu'on a plein de nouvelles initiatives, et tu parlais des configurations tout à l'heure, on a le volontariat, le don de compétences ou les actions solidaires. Est-ce que tu vois des tendances un peu de fond se dégager sur effectivement des engagements qui ont changé en termes de typologie, et une typologie justement d'engagement spécifique qui commence à beaucoup plus se développer en ce moment, en 2024 et sur les prochains mois? Ou c'est toujours extrêmement divers et en fait ça dépend de la boîte et puis ça dépend de l'association qui est en face? C'est extrêmement divers. En revanche, il y a de plus en plus de collaborateurs qui deviennent porte-parole de ces sujets-là au sein de leur entreprise, à travers donc parfois c'est à travers des groupes, des communautés, mais ça peut être aussi en défendant l'association en étant à l'intérieur de l'entreprise et en faisant la promotion de l'association. Donc il y a beaucoup de collaborateurs maintenant qui sont les ambassadeurs des associations à l'intérieur de l'entreprise. Et donc du coup là, je crois qu'il y a quand même une génération, je crois, de collaborateurs plus engagés qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. Et qui sont moteurs. Donc c'est plutôt eux qui bousculent un peu de l'intérieur les entreprises sur ces sujets-là. Ça, c'est une tendance que je vois. Après, les formats d'engagement, comme je le disais, moi je crois à la diversité de ces formats pour s'adapter à la diversité des besoins des associations et des profils des collaborateurs qui n'ont pas tous la même capacité d'engagement. Et dernière question, un peu terre à terre, comme toujours, avant de passer à la suite. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil spontanément à une entreprise qui se dirait, voilà, effectivement, j'ai envie de m'engager sur cette démarche. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme bonne pratique? Non, mais moi, je vais revenir, mais j'ai la question du pourquoi. Pourquoi on s'engage, pourquoi vous voulez le faire? Et à partir du pourquoi, est-ce que c'est pour des questions de fierté d'appartenance interne, des questions d'impact externe? Et à partir de là, en fait, en fonction vraiment du pourquoi vous le faites, trouver le bon programme d'engagement qui va vraiment marcher dans la durée pour vous. Mais je commencerai par se poser la question de vraiment pour quelles raisons je le mets en place. Ok, Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est une chouette intervention et riche en enseignements. Merci Emmanuel. Je vous propose qu'on passe effectivement à Yazid. Yazid, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc, je suis Yazid Chir, je suis le conseiller du président du groupe ENER, qui est une compagnie d'assurance en fait, qui est leader dans la protection sociale en fait, qui est une très ancienne entreprise qui a d'abord démarré sous un statut social
juste après-guerre, Deuxième Guerre, qui avait comme mission l'accès à la santé pour tous. Et j'ai eu la chance de rejoindre ce groupe il y a maintenant un peu plus de 3 ans. C'est une rencontre que j'ai faite avec Charles Robinet-Dufault, qui est son président, et qui m'a proposé de le rejoindre pour créer le réseau des gens gentils. C'est sa terminologie. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on partageait le même système de valeurs. Le groupe NR, c'est une entreprise en fait, qui est présente dans une quarantaine de pays, qui parle une cinquantaine de langues. Mon président est multiculturel, père, maman de nationalités différentes et également qui a vécu dans différents pays et qui a compris qu'effectivement, on en parle depuis tout à l'heure, que la diversité finalement c'est une chance, et puis c'est une chance en fait en termes de performance aussi de l'entreprise, en termes de capacité d'innovation, puisque quand on a des personnes en fait avec des mindsets totalement différents, l'innovation en fait est un facteur de croissance très fort. Et quand je l'ai rejoint, en fait, il m'a proposé en fait, de pouvoir le rejoindre pour pouvoir consacrer tout mon temps en fait, au développement de NQT, parce qu'il m'a dit que c'est trop important. Donc c'est une chance inouïe que j'ai. Donc NR assure la présidence de l'association, puisque quand on a créé, donc je suis également président de l'association, président cofondateur bénévole de l'association Nos quartiers ont des talents à l'origine, qui s'appelle NQT. Et on a créé cette association avec les entreprises, juste avant les émeutes des banlieues en 2005. Et la mission de l'association, c'était, à l'origine, on a démarré en Seine-Saint-Denis, où j'avais mon entreprise à l'époque, et où je venais d'être nommé président du MEDEF de Seine-Saint-Denis. Et avec les entreprises, on a cherché un projet qui était un projet important, porteur de sens. Et toutes ces nouvelles entreprises qui s'étaient à l'époque installées en Seine-Saint-Denis, qui avaient délocalisé leurs sièges sociaux de Paris et des banlieues chics, non pas en Chine, mais en Seine-Saint-Denis, évidemment, elles avaient toutes le même point commun. Elles avaient toutes recruté leurs collaborateurs en dehors du territoire. Et on s'est dit que le meilleur moyen d'ancrer durablement nos entreprises sur le territoire et de créer de la diversité pour justement favoriser en fait, l'innovation, c'était de recruter les talents de nos quartiers au sein de nos entreprises. Et c'est comme ça que le dispositif est né, l'association, avec pour ambition finalement en fait, d'accompagner les hauts diplômés de moins de 30 ans, disposant à minima d'un bac plus 3, en majorité c'est des bac plus 5, et qui en fait ont tous une particularité, en fait s'ils sont issus de milieux non privilégiés, ils ont réussi dans l'adversité, avec un niveau de résilience extrême. Il y aura un témoignage tout à l'heure, et en fait la résilience, la détermination, c'est leur caractéristique. Et en fait, quand ils se retrouvent sur le marché du travail, parce qu'ils n'ont pas les parents qui les ont conseillés sur où est-ce qu'il fallait aller, quelle filière il fallait adopter, etc., les réseaux, ils n'ont pas les réseaux, finalement ils se retrouvent pour la plupart 6 mois, 1 an, 2 ans. À faire des jobs alimentaires pour survivre. Et ça, c'est le monde à l'envers, c'est injuste. Et donc, on a monté un système qui permet, grâce à du mentorat, et c'est des cadres en activité expérimentés qui vont s'engager, qui vont consacrer entre 2 et 3 heures par mois, pendant 6 mois en moyenne, pour les connecter au marché du travail, avec pour impact une réduction pour certains, pour la plupart des jeunes, de 1 an de chômage, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Voilà. Et donc, cette association qui existe maintenant depuis pilote en 2005 avec pas mal d'entreprises, dont Siemens, qui était un partenaire historique. Aujourd'hui, c'est presque 1 millier d'entreprises partenaires. C'est plus de 100 000 jeunes qui ont été accompagnés, avec on a un taux de succès de 80% pour l'ensemble des jeunes qui rentrent dans le dispositif et qui restent en moyenne 6 mois. Dans le dispositif accompagné par des mentors. Et on a démontré que le mentorat, en fait, finalement, c'était un moyen très simple, en s'engageant, finalement, de changer une trajectoire de vie, pas seulement du jeune, mais également de toute une famille qui a investi en moyenne 25 ans sur son enfant et qui voit le mentor, qui incarne son entreprise
comme finalement un héros qui va sauver la trajectoire professionnelle de son gamin et qui vaut un niveau de gratitude qu'on imagine. Voilà. Alors l'initiative, elle est assez exceptionnelle. Moi, j'ai une multitude de questions. J'espère qu'on aura le temps de toutes les balayer. La première, elle est une fois plus un peu terre à terre, mais c'est l'accompagnement, il est assez pérenne, tu l'as dit. Hein, c'est vraiment des séances assez rapprochées. Il y a une fréquence voilà, très, très processée, entre guillemets. Est-ce que en fait, c'est un des facteurs clés de succès, ou est-ce que le mentorat aujourd'hui, ça peut être aussi le faire de manière, je dirais, un peu plus sporadique, ou le faire aussi dans son quotidien, où effectivement cette mécanique de se voir à des moments spécifiques et plusieurs fois pendant l'année, c'est indispensable. Non, en fait, la clé du succès, si on peut raisonner un petit peu comme ça, c'est d'abord on force personne. On ne force pas les jeunes, on ne force pas les entreprises, on ne force pas les mentors. Et on va inspirer. Et quand un mentor est inspiré, et en fait, comment on fait? On fait du storytelling, on raconte les histoires. Les mentors qui sont engagés auparavant viennent expliquer pourquoi ils sont engagés. Ils témoignent avec leur filleule, etc. Et en fait, derrière, le plus important, c'est, entre guillemets, c'est l'intention sincère de s'engager. À partir du moment où on a ça, 90% du travail est réalisé. Et en fait, on a processé, puisqu'en fait, nous, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on a compris les mécanismes. Et quand je disais on a processé, c'est chez NQT, on va se contenter, entre guillemets, on est une machine à organiser des rencontres improbables entre deux mondes que tout semble opposer. Et le trait d'union entre ces deux mondes, finalement, c'est nos mentors et nos entreprises. Voilà. Des familles qui ont tout misé sur leurs gamins et en fait ces entreprises qui en fait ont tout à gagner à donner la chance à ces jeunes, à les mettre sur le marché du travail. Et nous, le message originel, dès le début, quand on a lancé nos quartiers des talents avec les entreprises de Seine-Saint-Denis à l'époque, on était tout sauf dans le misérabilisme. On était à l'opposé de tout ce qui était lancé à l'époque. Si vous vous souvenez, en 2005, on parlait de discrimination positive, on parlait de CV anonyme, on parlait de quotas. Nous, on était contre le CV anonyme. On est pour le CV assumé. Mais en fait, chaque personne a une singularité. Donc, c'est ça la richesse en fait, du dispositif. Et en fait, nous, ce qu'on avait mis en avant, c'est on avait dit aux entreprises, et les entreprises avec qui on a monté le dispositif, les jeunes qu'on accompagne, c'est des pépites. S'ils ont réussi avec si peu de moyens dans l'adversité, si on leur donne la chance d'intégrer nos entreprises, pour eux, c'est la chance de leur vie. Ils vont arriver dans vos entreprises en mode c'est quoi mes devoirs et pas c'est quoi mes droits. Ils ne vont pas vous embêter avec les tickets restaurants, la mutuelle, etc. Parce que pour eux, c'est plutôt que d'être au McDo, être dans un poste à la hauteur de leur niveau de diplôme. Et en fait, tout ça fait que quand on crée cette rencontre, avec un collaborateur d'une entreprise qui incarne son entreprise, eh bien en fait, la famille entière va, je dirais, avoir une autre image de l'entreprise qui est incarnée. Et quel est le meilleur moyen, je dirais, aujourd'hui de se développer dans un monde multiculturel et autre? C'est de faire en sorte que son entreprise ressemble à ses clients. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très fort. Et pour les mentors, et c'est ça aussi qui est intéressant, tous les mentors nous disent ça m'apporte plus que ce que je donne. Et en verbatim, je reprends un verbatim d'un mentor qui disait, en s'adressant à plein de mentors, à une assemblée de mentors dans un COMEX, il témoignait, il disait le seul risque que vous prenez, c'est le risque du plaisir. Voilà. Donc on n'a pas de... Voilà, c'est de l'inspiration, c'est du storytelling. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de créer des vraies rencontres, en fait. Voilà. Mais alors, tu m'as presque un peu coupé l'herbe sous le pied. Effectivement, vous vous êtes rendu compte en le faisant qu'il y avait une dimension reverse mentoring, en fait, en tout cas que c'était dans les deux sens, et que du coup, les mentors finalement retiraient presque plus de plaisir que ceux qui étaient mentorés. Mais du coup, je reviens sur une question, je dirais, pareil, assez pratico-pratique, mais ce sont des volontaires, mais
comment tu vas les chercher justement ces mentors, comment tu les trouves et comment on s'assure que voilà, ça va être des bons mentors parce que, je te prends un exemple, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait, mais comment je m'assure que effectivement j'ai toutes les qualifications entre guillemets requises pour l'être à la fois en termes de maturité, en termes de temps, ce genre de choses. Comment vous assurez de ces tenants et ces aboutissants-là? Oui, c'est vrai qu'on a depuis l'origine un peu plus de 15 000 mentors bénévoles qui sont engagés et qui restent en moyenne 9 ans engagés. Donc une forme d'addiction. Et en fait, un mentor attrape un virus et en fait, c'est un élément contaminant pour d'autres dans son entreprise. Comment est-ce qu'on recrute la majorité de nos mentors? En fait, on fait du storytelling. On intervient dans une entreprise et on demande d'intervenir à des moments bien précis. L'idéal, c'est d'intervenir par exemple dans des moments où il y a tout le COMEX qui est réuni, où les collaborateurs sont réunis pour des séances de team building et donc on a 10, 15, 20, jusqu'à 200, 300 collaborateurs qui sont là. Et en fait, on fait témoigner des mentors aguerris qui viennent, qui ont accompagné 10, 15 jeunes et qui viennent avec leur filleule pour expliquer leur histoire. Oui, je vous raconte en 1 minute, allez, parce que je sais que le temps est compté. Un des témoignages, des storytelling en fait, qui a fait, même moi ça m'avait bouleversé à l'époque. On a LVMH qui est partenaire depuis comme Siemens, comme au départ, et on a la maison Dior qui n'était pas encore engagée, parce que c'est plein de maisons LVMH. Par contre, Guerlain, ils étaient engagés depuis longtemps. On a une marraine qui s'appelle Stéphanie Evenot, qui à l'époque était directrice du Retail Monde chez Guerlain, et elle avait accompagné une dizaine de jeunes, et elle venait témoigner dans un COMEX chez Dior, où il y avait une cinquantaine de top managers qui étaient là. Et elle explique pourquoi elle s'est engagée, et sa filleule témoigne. Et à la fin, il y a le directeur financier qui l'interpelle par son prénom. Alors, il se connaissait, il dit « Stéphanie, mais ça t'apporte quoi ?» Et elle a fait la meilleure réponse qu'on pouvait imaginer, qu'on pouvait rêver même. Et elle lui dit « Mais écoute, tu sais, il y a 2 semaines, sous-entendu, tu as un emploi du temps hyper chargé et tu fais ça en plus bénévolement, quoi. » Et elle lui répond, tu sais, il y a 2 semaines, j'étais toute seule dans ma chambre d'hôtel à Shanghai et Amélie m'appelle en pleurs avant d'avoir appelé sa maman pour m'annoncer qu'elle venait de décrocher son premier CDI. On s'est mis à chialer toutes les deux et ça n'a pas de prix. On a recruté sur les 50, 40 mentors. Voilà. Donc c'est comme ça. On fait du storytelling, on fait beaucoup d'événements en fait pour expliquer. On utilise beaucoup l'IT pour retirer le maximum de tâches à nos équipes pour qu'elles puissent se concentrer sur la connexion avec l'humain, en fait, avec nos entreprises, nos mentors et puis nos jeunes. Voilà. Ça rejoint ce qu'on disait avec Emmanuel tout à l'heure sur la valorisation de l'histoire aussi et le fait de pas de surcommuniquer, mais que tout le monde soit au courant de ces histoires-là, c'est diablement important. J'ai une autre question. Tu parlais effectivement de manager. Les mentors, est-ce qu'il y a un niveau de management en particulier? Est-ce que c'est une certaine typologie de collaborateurs? Quelles sont les personnalités? L'élément le plus fondamental, c'est l'envie de s'engager, c'est l'envie de le faire. Et si on est inspiré, si on a des mentors qui témoignent, ça donne envie. Ensuite, au-delà de ça, même si on n'est pas cadre, c'est pas ça le plus important, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est le réseau. Parce qu'en fait, les 2 éléments dont souffrent de manière endémique tous les jeunes qu'on accompagne, les hauts diplômés issus de milieux non privilégiés, c'est le manque de réseau. Quand on cherche un job à Bac+3 ou à Bac+5, on sait que 60-70% des jobs, c'est un marché caché et ça, on n'y a pas accès. Donc, de l'expérience pour un réseau. Voilà. Et puis le deuxième élément, on en parlait un petit peu avec Emmanuel et puis on en parlait tout à l'heure, c'est l'orientation et donc les conseils sur l'orientation. Donc voilà, à partir du moment où on a envie de s'engager, un mentor, en fait, idéalement, c'est 5 ans d'expérience pour que le réseau puisse au moins fonctionner. Voilà. Alors, merci pour cette réponse-là. Une dernière question qui t'est directement dirigée, mais on évoquait en amont tout à l'heure justement le fait qu'on opposait souvent un peu le business model de l'entreprise et effectivement cette notion d'impact social, même si Emmanuel évoquait effectivement le parallèle entre la raison d'être et potentiellement la cause pour laquelle on pouvait s'engager. Est-ce que toi, tu penses que effectivement cette notion d'impact social, elle vient renforcer la notion de business model et les deux s'entrechoquent pas? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Nous, depuis des années, on cherchait un moyen pour apporter de la reconnaissance à notre réseau. En fait, au-delà même de la valorisation,
la reconnaissance de nos bénévoles et de nos entreprises qui nous accompagnent. Parce qu'en fait, nous, on recrute des entreprises qui deviennent adhérentes et ensuite on recrute par des actions d'information, de communication, de sensibilisation les mentors auprès des cadres. Et on cherchait un moyen pour valoriser et surtout pour reconnaître ce réseau. Tous les ans, on fait des gros événements, on fait à peu près 1500 événements par an, plus un très gros. Et à l'événement national annuel, on remet plein de trophées. D'ailleurs, l'équipe, ils me prennent souvent la tête en me disant « Non, il y a trop de trophées, on va déborder, le timing, le machin. » Je dis « C'est pas grave, c'est hyper important. » Dernier événement qu'on a fait, il y avait 3000 personnes au CESE, on a remis 24 trophées par catégorie, type d'entreprise, etc. Et il y a 2 personnes qui sont venues, une de La Réunion et une de Martinique, pour recevoir leurs trophées, les mentors. Mais nous, on aimerait remettre des trophées à tous nos mentors, parce que c'est des héros. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur le sujet. D'ailleurs, Catherine Petrovic, qui est notre vice-présidente et qui est chez Siemens, elle est avec nous sur le projet. On a décidé de lancer ce qu'on appelle, nous, le crédit d'impact sociétal. C'est une crypto-monnaie sociale qui permet de reconnaître et de valoriser l'engagement en équivalent euros de nos mentors et de nos entreprises. Et on a travaillé avec des experts en blockchain. D'ailleurs, on a le président du comité d'experts, c'est un des meilleurs experts blockchain en France, qui a écrit le livre sur la blockchain pour l'Institut Montaigne. Et on travaille avec les cabinets, et là, le dernier cabinet qui travaille de manière indépendante pour valoriser l'impact en équivalent euros de ce que ça représente d'accompagner un jeune. Multiplié par le nombre de jeunes, cet impact-là, tous nos mentors, ça va nous permettre de reconnaître leur engagement en équivalent euros, et nos entreprises de leur permettre d'injecter en temps réel dans leur rapport extra-financier cet impact-là de manière indépendante. Ce n'est pas les entreprises qui vont le faire. Et juste pour vous donner quelques chiffres, parce que là on parle de pas mal de... Nous, le coût d'accompagnement d'un jeune, c'est à peu près entre 500 et 600 euros. La moitié, c'est le privé, l'autre moitié, c'est le public. Donc l'État, par exemple, nous donne 250 euros pour accompagner un jeune, donc pour changer sa trajectoire, pour 80% d'entre eux. Quand on sait que pour la plupart, on réduit d'1 an la période de chômage. 1 an de chômage, ça coûte 40 000 euros. Si pendant cette période, au lieu d'être au chômage, ils travaillent à la hauteur de leur niveau de diplôme, ils payent une retraite, ils consomment, c'est de bons contribuables, et donc vous rajoutez plusieurs dizaines de milliers d'euros. On sait que 50% des jeunes qui sont dans notre cible, des hauts diplômés, ceux de milieux défavorisés, il y en a à peu près la moitié, et ça c'est l'INSEE, c'est des statistiques, qui ne trouvant pas d'emploi à la hauteur de leur niveau de diplôme, se rabattent définitivement sur des jobs peu ou pas qualifiés. 1, ils prennent la place d'une personne qui aurait pu prendre le poste. 2, les 5 années d'études à 15 000 euros l'année, même si on ne les paye pas directement, c'est nos impôts. Prenez la moitié de ça, ça va être 40 000 que vous rajoutez de plus. Ce qui fait que même en fourchette basse, on est à 50 000. 500 euros d'investissement pour 50 000 de SROI. Quand vous avez un mentor qui a accompagné 10 jeunes, et on en a pléthore, ils valent un demi-million en valeur d'impact sociétal qui est injectable dans le rapport extra-financier de leur entreprise. Et en plus, ils sont visibles. Donc ce mentor, le jour où il y a une promotion, un poste qui se libère à compétences, s'ils sont 2, à compétences équivalentes, expérience équivalente, il aura un plus avec son engagement sociétal pour monter dans la société. Voilà. Et donc, nous, ce projet-là, on l'a lancé, ça fait 2 ans, on le lance en 2025. Donc, en 2025, en juin, nos 15 000 mentors et nos entreprises auront accès et donc pourront injecter ce montant dans leur rapport extra-financier, valorisé par une blockchain publique et donc immuable, c'est infalsifiable et certifié par un cabinet indépendant. Notre ambition, c'est de réussir ce projet phase 1 à l'échelle de NQT et ensuite de le proposer à toutes les associations. Et donc ça, on pourra travailler ensemble en open source et donc de donner tout le logiciel, tout le process pour que les associations s'en emparent et que, en fait, on puisse changer le mode de financement des associations qui sont aujourd'hui, pour la plupart, toutes en train de
mendier, alors qu'en France, on a 15 millions de bénévoles, 1,5 million d'associations, il y en a 2 ou 3 000 qui meurent tous les mois, parce qu'elles n'ont pas eu les fonds à temps, parce que ce n'est pas leur cœur de métier d'aller chercher des financements, et donc de changer en fait finalement la façon dont les associations se financent en raisonnant par l'impact. Voilà. Merci et bravo Yazid pour cet usage entre autres de la technologie à l'utilisation de l'innovation sociale et sociétale, et puis bravo pour effectivement ces accompagnements-là, c'est assez inspirant. Je vous propose qu'on reste dans l'action encore maintenant avec le témoignage de Gilles Petitgas, j'en avais parlé en amont. Voilà, Gilles qui est parmi nous, qui est dans l'audience. Salut Gilles. Bonjour. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors, je m'appelle Gilles Petitgas, je suis technicien sûreté chez Siemens depuis 5 ans et demi. Avant, j'étais militaire, 21 ans engagé pour notre pays, et puis sapeur-pompier volontaire, plein de petites cordes à mon arc. Donc beaucoup d'engagement aussi personnel par ailleurs. Et c'est d'ailleurs un fil rouge, je dirais, un peu de ta carrière, on est d'accord? Ouais, au-delà de mon engagement vers les armées ou chez les pompiers, dans toutes les associations où j'ai pu faire partie, donc surtout sportives, j'ai toujours essayé de toujours trouver un engagement en fait pour aller vers l'autre ou donner aux autres. Et c'est comme ça que j'ai pu, avec Siemens, il y a maintenant 3 ans, en fait, faire la descente du canal du Midi, en fait, au sein, donc actuellement, en plus, on est dans la bonne période d'Octobre Rose, quelque chose qui me touchait très particulièrement, parce que ma femme était touchée aussi. Et en lançant une idée sur nos réseaux, j'ai pu regrouper autour de moi, en fait, une grosse équipe de chez Siemens qui m'a énormément aidé à développer autant de la communication que de rayonner en fait sur nos entreprises, parce que mine de rien, beaucoup de nos entreprises en fait ont été plus ou moins touchées et ont pu participer aussi à cet engagement. Et justement, sur ces aventures-là, on reviendra sur l'aventure, parce qu'il y en a une en cours, je crois, qui est en cours de consolidation, et tu vas nous en parler un peu en détail. Comment justement Siemens t'a soutenu quelque part aujourd'hui dans ces aventures-là, dans la façon de les préparer, de les vivre et de communiquer dessus? Alors la première chose, c'est avec l'entreprise d'Emmanuel en fait. Il y a eu Siemens et Wenaby où on a pu intégrer en fait mon association, où chaque collaborateur donc a pu prendre 2 jours. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que 80% des collaborateurs, autant de l'agence toulousaine que de Montpellier en fait, ont fait le geste de m'accompagner sur quelques kilomètres. Donc ça a été une manne financière énorme. Il y a eu le don de chez Siemens. Donc Siemens développe aussi, on va dire, le dernier appareil pour faire de la mammographie. C'est un produit Siemens et c'est le dernier sorti en date, entre autres. Et puis, mine de rien, en fait, à plein de questions où on m'a posé, où je n'étais pas forcément en fait, dans la même longueur d'onde. Genre, Gilles, est-ce que tu as besoin d'un budget? Pour moi, c'était non. Non, j'avais écrit toutes mes lignes. Mais oui, mais est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Et à un certain moment, en fait, on nous a délivré en fait, un budget, donc géré par un de mes cadres, mais un de mes équipiers, parce que vraiment, c'était hétéroclite. On avait de toute la structure en fait, de chez Siemens qui était dans notre équipe. Et on a pu avoir donc, ce budget pour pallier à des petits problèmes ou des imprévus en fait, sur les 241 km que nous avons réalisés. Et du coup, cette notion de fait que Siemens n'ait pas livré clé en main le projet, et le fait que ça t'appartienne un peu quelque part, mais qu'ils aient été facilitateurs là-dessus, ça t'a permis de mieux te l'approprier et d'être encore plus engagé? Alors, mieux me l'approprier, plus en parler aux autres, pour essayer de fédérer, parce que c'était... donc moi, j'étais, on va dire, l'élément motivateur, mais après, c'est greffé un coureur, donc un de mes collaborateurs avec qui je travaille, et qui m'a dit, Gilles, si je voudrais le faire avec toi, donc c'est parti, on fonce, et puis lui aussi en a retrouvé un autre, donc de moi tout seul, on s'est retrouvé une équipe de 3 sportifs, puis après on avait besoin de logistique, et mine de rien, avec Siemens, avec notre agence, en fait, ça a vraiment soudé, et ce que j'avais moi perdu en quittant l'armée, en fait, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé en fait cette équipe, en fait, je ne peux pas dire une famille, parce que l'armée c'est encore différent, mais
c'est une petite part de famille en fait qui, tout seul, on n'avance pas trop loin, mais avec une équipe et avec un engouement, on peut déplacer des montagnes, quoi. Et alors, merci de venir sur ce terrain-là, parce que c'est très perso, mais quels enseignements t'en as tiré autres que ceux que tu évoquais là, sur la partie à la fois personnelle, mais à la fois professionnelle aussi? Bah, professionnel, je pense que j'ai pu dire en fait, j'ose espérer qu'ils l'ont compris comme ça, à tous mes collaborateurs et même à Siemens, bah, si vous avez besoin de moi, je suis là, quoi. Je ne suis pas qu'un numéro en fait. Vous avez qu'à demander. Et puis bah, moi en fait, on en a discuté plus ou moins tout à l'heure. Moi j'ai besoin de savoir où sont mes limites, je ne les ai toujours pas atteintes. Donc j'en ai encore sous le pied pour aller plus loin et puis toujours pour essayer de faire mieux, quoi. Ok. Et à contrario, quand tu lances des projets comme ça, comment ton entourage professionnel il réagit? Est-ce qu'il y en a qui sont surpris? Est-ce qu'il y en a qui sont étonnés? Est-ce qu'il y en a qui sont réfractaires? Est-ce qu'il y en a qui sont volontaires? Alors réfractaires, je ne sais pas si on peut dire réfractaires, ils sont en retrait. Les autres, au départ on me dit t'es fou, au moins ça mérite d'être clair. Et puis après, explique-nous si on peut te faire quelque chose. Là, un nouveau projet donc pour le Téléthon. Ça va faire depuis 2009 où tous les ans je m'engage pour le Téléthon. Et là, je suis en train de faire un petit truc sympathique et un de mes cadres, en plus, donc M. Barral, qui est un de mes cadres chez Siemens, qui fait partie aussi de mon association de plongée. Donc on va faire un super truc et on sait qu'il y a plein de collaborateurs qui vont venir voilà, donner 2, 3 euros, 10 euros en fait, pour pouvoir faire plonger leur enfant, faire un baptême et ainsi de suite. Donc que moi, à côté, je vais m'amuser aussi à faire autre chose. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet que tu mènes actuellement? Donc en fait, en 2015 et en 2016, j'ai eu le record du monde d'apnée endurance. C'est d'enchaîner le plus grand nombre de longueurs d'apnée de 25 mètres sur une durée. Donc moi, ma spécialité était le 24 heures. Donc je dis était parce que cette année, en fait, je ne sais pas si c'est l'âge ou non, mais je voulais faire quelque chose qui tape un peu plus dans le dur. Donc on sait qu'un fil rouge du Téléthon, ça dure 30 heures. Donc moi, j'ai décidé de me foutre dans l'eau pendant 30 heures et sortir de l'eau au bout de la 30e heure. Tout en ayant un objectif, c'est de récupérer un record du monde, donc d'être au-delà des 59 km 725 fait en apnée pendant 24 heures. Et j'ose espérer que ça va le faire. Alors, on a hâte de suivre cette aventure-là. L'autre question que j'ai, c'est du coup, comment est-ce que, on en parlait tout à l'heure avec Emmanuel, est-ce que tu as la sensation que ces aventures-là, elles insufflent aussi auprès d'autres collaborateurs cette envie de s'engager, de se dépasser aussi? Est-ce que tu vois des initiatives individuelles ou collectives que ça a engendré? Chez Siemens, il y a quelques mois, et je suis désolé, j'ai perdu le nom, j'ai une dame qui avait une maladie, qui devait partir dans le Grand Nord. Donc je ne sais pas, peut-être que si elle écoute l'émission, voilà, merci la petite voix, Géraldine. Et elle m'avait demandé un petit peu, on s'était avec Catherine Petrovic, on avait réussi à prendre contact et elle m'avait demandé certaines petites choses, comment tu as fait, parce que mine de rien, un grand groupe comme Siemens, vous êtes jeune arrivé dans la boîte, là j'ai que 5 ans et demi, imaginez-vous, 3 ans, un gars qui arrive de l'armée, bonjour je suis Siemens, je voudrais que vous me sponsorisez pour tel événement, est-ce que vous êtes prêts? Bon, ils étaient prêts. Et du coup, quel conseil tu donnerais à un collaborateur de chez Siemens ou autre d'ailleurs d'une autre boîte, de n'importe quelle boîte, qui voudrait s'engager dans une cause et qui se dirait, en fait, je ne sais pas exactement par où commencer, à la fois trouver la cause, on en parlait tout à l'heure avec Emmanuel, mais aussi qui allait voir dans la boîte, comment m'organiser, comment bien m'entourer? Déjà, il faut oser. Je pense que si on barre cette plage de je me mets en retrait, ainsi de suite, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que c'est un refus? Enfin, moi, personnellement, un non, ça m'a toujours donné plus de force pour avancer. Donc, en fin de compte, on a tous des chefs. Alors, moi, j'ai de la chance. J'ai une femme en chef. Et mon N+2, c'est une femme aussi. Donc, forcément, que quand on parle de la cause du cancer du sein, ça parle peut-être un peu plus qu'à un homme. J'ai quelques petites anecdotes, mais je les garderai, celles-ci. Et résultat des courses, en fait, si vous n'osez pas, vous n'aurez rien. Maintenant, il ne faut jamais en fait arriver avec je donne mon dossier, mais je donne mon dossier avec ça va, ça marche. Si ça ne marche pas, on va peut-être me dire pourquoi, donc je vais pouvoir faire mieux et aller voir quelqu'un d'autre. Moi, j'ai Siemens qui était à mes côtés.
tout de suite maintenant, je n'ai pas que Siemens qui est à mes côtés pour mes différents challenges. Je ne veux pas voir que Siemens. On ne peut pas aller voir toujours la même main. Mais il faut oser, quoi. Et il n'y a pas de petite, comment dire, il n'y a pas de petits enjeux, en fait. On peut aller voir tout le monde, que ça soit. Moi c'est parti pour 2021. En 2021, c'est parti d'une épicerie Siemens. On voit la montagne, quoi. Et ils étaient pourtant tous cités sur une même affiche et à la même stature, quoi. Pour moi, c'était donc, j'allais dire, les gens osaient aller voir Parléant. On a tous, voilà, on a des services RSE, Siemens. Dans l'armée, je l'ai fait il y a quelques années, en 2016, mon premier record. RSE à l'armée, je suis désolé, on n'en a pas, hein, ou très peu. Ça s'appelle des psychologues, et c'est pas pour la même chose. Et j'en ai parlé à mon chef d'état-major, qui en a parlé, et puis l'armée aussi a fait quelque chose. Donc en fin de compte, il faut oser. Et est-ce que le plus gros problème, c'est pas de se dire, en fait, je me suis engagé, on l'a évoqué bien évidemment chacun d'entre vous, je me suis engagé de manière assez pérenne et régulière. Est-ce que du coup, j'ai envie d'encore plus m'engager ou encore plus donner du temps? Et est-ce que c'est pas ça un peu qui peut être un petit écueil? Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Moi, en tout cas, depuis 2021, mis à part donc aider depuis 2021 des amis à se dépasser pour le Téléthon, donc dans l'apnée endurance, parce que c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Je me suis mis un petit peu au repos pour attaquer de nouveau. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé mes limites, donc je pense que quand on commence à donner et qu'on arrive à trouver un attrait pour soi-même et qu'on n'a pas arrivé à atteindre, à faire check, et je pense qu'on peut donner, c'est quoi? C'est pas grand-chose en fait. Moi, quand on m'a dit pourquoi tu fais ça pour le cancer du sein, ça va être difficile. Non, ça va pas être difficile. 5 jours. Une chimio, c'est 6 mois, 1 an. Donc, entre guillemets, qu'est-ce que c'est 5 jours dans une vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup Gilles pour cette intervention-là. On a hâte de suivre ton aventure et félicitations pour ces différentes pérégrinations passées. Merci. Et pour les impacts. Merci bien. Avant de terminer, avant de conclure, j'ai reçu quelques questions pendant l'échange d'auditrices et d'auditeurs qui sont dirigées à certaines personnalités du panel actuel. La première, c'est pour toi, Yazid. J'espère que tu es prêt, tu vas voir ces questions inopinées. Comment tu travailles avec les institutionnels pour que les efforts de ta démarche profitent au plus grand nombre? Là, j'ai un exemple très précis. C'est avec anciennement Pôle emploi, France Travail, hein, qui est notre partenaire depuis l'origine, pour le sourcing des jeunes, qui aujourd'hui représente plus de 50%, puisque sur les 100 000, effectivement, c'est à peu près 50%, et c'est en train de s'accélérer. L'année dernière, on a accompagné 16 000 jeunes, on vise les 18 000 cette année, et en fait, on a fait quelque chose avec eux qui nous semblait presque irréalisable, ça relevait du fantasme. C'est qu'à l'heure où je vous parle, pour vous donner un ordre d'idée, des jeunes qui correspondent à nos critères, Bac+3, moins de 30 ans et issus de milieux non privilégiés, il y en a 120 000 chez Pôle emploi. Donc on a de la marge en termes de marché adressable, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Et en fait, quand ils s'inscrivent, quand ils sont chez Pôle emploi, en fait, on s'est dit, mais nous, un jeune qui rentre chez nous, s'il ne s'inscrit pas via Pôle emploi, avant, ça mettait 20 minutes, là, la phase d'onboarding, parce qu'on leur pose plein de questions, on télécharge les diplômes, etc. Ça prend une vingtaine de minutes. Pôle emploi, ils ont tout, France Travail, ils ont tout ça. Et en fait, on a réussi à convaincre notre partenaire historique d'interconnecter nos 2 systèmes d'information. Et depuis octobre dernier, on a une app, en fait, et les jeunes, quand ils s'inscrivent, ils ont inscription via Google, inscription via iOS, et ils ont inscription via vos identifiants Pôle emploi. Quand ils cliquent dessus, au lieu de prendre 20 minutes, ça prend 5 secondes. On aspire en fait toutes les datas. Et donc ça, c'est un exemple effectivement de partenariat où on est été jusqu'au bout effectivement de la démarche. Cette notion de réconciliation de l'information, ça a été aussi un accélérateur effectivement sur justement l'élargissement de cette démarche, quoi. Exactement, puisque du coup, ça va nous permettre, d'accélérer. Notre problème principal
pendant des années, Ilham est au courant, et Catherine également, qui est notre vice-présidente, Ilham qui est mentor chez Siemens, ça a été le sourcing des jeunes. On a toujours eu plus de mentors que de jeunes. Et là, depuis le mois de octobre, ça a commencé, mais en novembre, Ça s'est transformé. les deux courbes se sont croisées et notre challenge maintenant, c'est de recruter plus de mentors, plus d'entreprises. Voilà. Si vous avez envie de devenir mentor, du coup, n'hésitez pas à écrire à Yazid. Ma prochaine question, enfin la prochaine question d'une auditrice ou d'un auditeur est pour Cécile. Est-ce que tu as déjà ressenti un ralentissement sur ces notions de diversité en interne ou pas? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui s'est complètement accéléré au niveau individuel et collectif? Alors, si je reviens sur le fait que notre activité est très locale et très internationale, je dirais que le sujet de la diversité ou de diversité-inclusion, c'est très nettement accéléré dans des pays auxquels on ne s'attend pas, notamment au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, etc. Et puis, aux États-Unis, ça ralentit. En France, c'est pas bien compris. Et en Asie, c'est pas vraiment un sujet. C'est pas encore un sujet. Donc, je dirais que c'est assez dit comme ça, c'est assez différent. Après, si on regarde, si on affine le sujet de la diversité, est-ce que c'est quartier, est-ce que c'est genre, est-ce que c'est culture, là on retrouve de l'envie ou une certaine dynamique. Mais sur le sujet général, ça dépend des pays. Ok, merci Cécile pour cette réponse. Et la dernière question que j'ai reçue, c'est pour Naufal, est-ce que le volet climat ou environnement prend plus d'ampleur sur les volets sociétaux dans l'entreprise ou pas? Je pense que les deux sont liés d'une certaine manière. Maintenant, effectivement, il y a ce concept d'urgence climatique qui traverse un peu la planète dans son entièreté et qui soulève un certain nombre de peurs auprès de toutes les générations. Je pense qu'il y a une vraie conscience qui est en train d'être prise en compte. Donc, bien évidemment, il y a un focus particulier. Mais en tout cas, chez Siemens, nous avons le focus de croire que ce n'est pas l'un ou l'autre, parce qu'en fin de compte, sur ces sujets-là, on ne peut pas non converger. Donc on essaie de les faire converger, et nous avons encore une fois la chance d'avoir des métiers et des offres qui nous permettent aussi d'être spécialistes de sujets autour de la contribution, en tout cas vers un meilleur climat, un meilleur environnement. Mais je ne pense pas qu'il y ait un déséquilibre entre les deux. Je pense qu'il faut, comme vous disiez, bien évidemment apporter un peu plus de focus parce que certaines régions du monde ont l'impression accélèrent encore plus qu'on pourrait envisager en France. Néanmoins, les deux sont des sujets qui restent dans le focus. Merci beaucoup Naufal. On arrive à la fin de cette table ronde. Je tiens bien évidemment à remercier chacun d'entre vous, tous les 5, pour la richesse de vos contributions. Moi, je ressors, je vous le dis sincèrement, avec des idées plein la tête. Yazid, bien évidemment, tu pourras compter sur moi sur la partie mentorat. Si mon profil est intéressant, je ne sais pas, on verra. Certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retient que le RSE et l'engagement sociétal sont des leviers, au-delà d'être essentiels, sont des leviers vitaux, en tout cas, pour créer une entreprise qui est à la fois plus responsable, mais aussi plus inclusive et en phase avec les enjeux qui sont actuels. Libre à nous et charge à nous même de venir, je dirais, appuyer cette démarche, l'accélérer, et avec des profils comme les vôtres qui viennent effectivement apporter, je dirais, du poids dans tout ça. Moi, je tiens à remercier aussi, bien évidemment, l'Association française des managers de la diversité, qui effectivement prend part à l'organisation de cette série. Et effectivement, le mouvement des entreprises de France pour l'organisation de cet événement, donc de série 2024, mais également Siemens, qui, par le biais de cette table ronde aussi, fait émerger, au-delà de l'ambition de certaines entreprises, je trouve les démarches assez concrètes et surtout les impacts que ça a. Donc voilà, moi j'encourage effectivement les auditrices et les auditeurs, les gens qui nous regardent et qui consulteront cette table ronde, à poursuivre justement ces échanges au-delà de la table ronde, et que ce soit au travers bien sûr des réseaux sociaux, mais aussi sur leur propre plateforme interne, voilà, parce que c'est ensemble qu'on va bâtir des entreprises et un avenir un peu plus responsable. Donc voilà, merci à toutes et tous pour votre participation, c'était extrêmement riche et ravi d'avoir fait votre connaissance.
À très bientôt pour de nouveaux échanges sur des sujets tout aussi passionnants. Merci. Merci.